Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents en cette journée du vendredi 4 avril 2025. Je vous remercie d'être là, ne pas oublier, bien sûr je le répéterai tout le temps, à chaque fois que c'est nécessaire, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de mettre un pouce, d'activer la clochette, etc. Vous le savez. J'espère que vous allez bien. Moi ici, tout va bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui pas rapidement, non, mais nous allons parler aujourd'hui d'une femme célèbre qui a fait, après Henri II, donc dernier roi de la Renaissance. Enfin, quand on dit dernier roi, c'est pas tout à fait vrai. Il n'était pas le dernier, mais enfin, on passe de la Renaissance, d'une période des arts, et autres, on va passer, d'ailleurs sous Henri II déjà, les religions commençaient à se faire de l'œil, si je peux me permettre. Et justement, nous allons rentrer dans les guerres de religion. Mais avant de rentrer dans les guerres de religion en tant que telles, nous allons parler d'une femme très célèbre qui était, alors je ne sais pas de quelle épouse elle était, on va l'apprendre. Il s'agit de Catherine de Médicis. Si ce n'est la pièce maîtresse, c'est la pièce, j'allais dire, c'est la reine, on va dire, la femme tournante de cette période difficile à comprendre parce que, bon, beaucoup se font l'idée que les guerres de religion se sont faites comme ça d'elles-mêmes. Non, non, non. Alors, nous commençons, voilà, je vous montre l'écran, mais bon, c'est vrai que vous le voyez pas tellement parce que, bon, enfin, bref. Alors je vais vous en faire la lecture, chers amis. Ça vous aidera un petit peu, j'espère. Alors Catherine de Médicis, donc née en 1519, morte en 1589, a été reine de France pendant le règne de son époux, le roi Henri II, justement. Bon, après elle sera veuve, comme vous le savez, je pense. Puis a assuré la régence pour ses trois fils entre 1559 et 1589. Pendant la vie de son mari, elle fut complètement éclipsée par la favorite Diane de Poitiers, la maîtresse donc de ce même roi, Henri II. Mais après la mort de son époux, 1559, et celle de son fils aîné François II, 1560, elle devint à plusieurs reprises régente du royaume, gouvernant sans scrupule par la dissimulation et la ruse, mais avec un souci réel de l'intérêt de l'État et de la monarchie. Elle chercha à raffermir le trône au profit de ses fils durant les guerres de religion, dont nous verrons ça plus tard. Elle se trouve rejetée malgré elle dans le camp des catholiques, débordée par la violence et des haines religieuses. La régence est restée associée à la nuit de la Saint-Barthélemy. Alors, Catherine de Médicis, épouse d'Henri II, donc. Alors, voilà, Catherine de Médicis. Là, vous avez un portrait encore plus... Comment dire? Voilà. J'essaie de le mettre le plus près possible. Voilà. Alors, Catherine de Médicis est née à Florence le 15 avril 1519, fille de Laurent et de... Bon, je recommence. Catherine de Médicis est née à Florence le 15 avril 1519, fille de Laurent II de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne. Orpheline dès sa naissance, elle est élevée auprès du pape Clément VII, son cousin. En décembre 1533, à 14 ans, elle épouse le second fils de François Ier, Henri, duc d'Orléans. Elle apporte en dot l'appui du pape qui a tenu à venir célébrer lui-même la cérémonie. Après l'accession au trône de son mari, Henri II, qui fait d'elle la reine de France, elle continue à afficher une humilité parfaitement consciente qui fera sa force. Elle supporte la longue faveur de Diane de Poitiers, mais bien que stérile pendant 10 ans, c'est ne pas se faire répudier. Après avoir vainement consulté tous les médecins en 1543, elle donne naissance à son premier enfant,
le futur François II. Puis les maternités se succéderont, elle donnera 10 enfants à Henri II, jointe à sa gourmandise naturelle. Elles finiront par lui donner un embonpoint resté fameux. 10 enfants, pas mal, hein? Avertie par ses astrologues, dont Nostradamus, Catherine de Médicis tente d'éviter le fatal tournoi qui coûte la vie à Henri II, 1559. Après la mort du roi, elle ne porte plus que du noir, et la simplicité de ses toilettes contrastera toujours avec le luxe chatoyant qu'affichent les dames de la cour. Mais elle s'acharne pendant 30 ans dans un pays déchiré à affermir l'autorité royale. Elle a des qualités politiques incontestables, une grande habileté et une rare finesse, mais aussi toute sa duplicité et une absence totale de scrupules. Des régences en pleine guerre de religion. Alors, durant le court règne de François II, Catherine de Médicis tente déjà un difficile arbitrage entre catholiques et protestants. Elle se rapproche d'abord de François de Guise, mais lorsqu'elle croit, après la tentative d'Amboise, le parti protestant près d'être écrasé, elle songe à le relever. La mort de François II en 1560 fait passer le pouvoir entre ses mains. Le nouveau roi Charles IX a à peine 10 ans. Épouvantée par les excès des ultra-catholiques, elle pratique une politique de conciliation envers les protestants, avec le soutien du chancelier Michel de l'Hôpital, oui, Nostradamus, et prépare le mariage du protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, et de Marguerite de Valois. La révolte des protestants, qui suit le massacre de Vassy en 1562, la rejette du côté des catholiques, mais elle promulgue l'édit de tolérance d'Amboise, malgré le mariage d'Henri de Bourbon, futur Henri IV, et de Marguerite de Valois. La puissance grandissante du parti huguenot l'inquiète. Oui, je vous rappelle qu'Henri IV, au départ, était protestant. Pour se débarrasser de Coligny et des chefs protestants, elle laissa faire plutôt qu'elle n'inspira l'atroce massacre de la Saint-Barthélemy, nuit du 24 août 1572, ce qui pèsera éternellement sur sa mémoire. Ah, évidemment. Elle laissa faire plutôt qu'elle n'inspira, d'accord. Donc elle n'a pas pris parti pour faire arrêter le massacre, si l'on peut dire. Voilà. Je vous montre le gisant, je ne sais pas de qui il s'agit. Ah ben oui, le roi Henri II, puis Catherine de Médicis, bien sûr. Gisant d'Henri II. Voilà. De Saint-Denis, oui, bon. Alors, 2 ans plus tard, Charles IX, que le remords n'a pas quitté, meurt de tuberculose. Lui succède le duc d'Anjou sous le nom d'Henri III. Curieusement, ce sera le plus aimé de ses fils qui gouvernera sans elle, son influence diminuant considérablement sous le règne d'Henri III. C'est pas plus mal, remarquez. Bon. Mort et postérité de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis meurt au château de Blois le 5 janvier 1589. Elle sera inhumée dans la basilique de Saint-Denis aux côtés d'Henri II, où sa dépouille, ainsi que celle de son mari, sera profanée durant la Révolution française. Évidemment. Cette descendance du célèbre Florentin Laurent de Médicis laissa une trace durable dans l'histoire de France, encourageant en France le goût du luxe, des arts, des mœurs d'Italie, dirigeant la construction du Nouveau Louvre et faisant bâtir le palais des Tuileries et le château de Monceau. Longtemps décrié par ses contemporains et ses biographes, la reine noire est réhabilitée par les travaux récents des historiens.
Alors, biographie, voilà ce que nous avons... Oh, bon, oui, bon, après Catherine de Médicis, biographie de Céline Borello aux éditions PUF, PUF 2021. Bon, voilà, je vous laisse deviner, je vous laisse un peu chercher le... Oui, Catherine de Médicis. Alors, il y avait une chose que j'aurais aimé voir, c'était la guerre de religion en tant que telle, mais bon, est-ce que vous voulez... Voilà, les guerres de religion. Alors, est-ce que c'est long? Si c'est... Oui, c'est un peu long. Bon, nous verrons ça demain, chers amis. Je vous en parlerai demain de la guerre des religions, parce que c'est un tournant... Ah ben tiens, j'avais pas vu que... D'accord. Je l'avais déjà mis. Je l'avais placé. Alors ici... Donc, Catherine de Médicis, voilà. Alors voilà, chers amis, un petit peu quelle était la reine, l'épouse et la veuve du roi Henri II, mort, comme vous le savez, d'un accident. On l'a vu lors de la vidéo précédente. Alors voilà, je voulais pas faire une vidéo beaucoup plus longue parce que c'est très difficile à mettre en ligne ce type de vidéo à partir d'une caméra qui n'est pas enregistrée sur Google, hein. Ni sur Google, ni sur YouTube, sur rien, parce que j'ai du mal. Il faut acheter, payer un logiciel pour pouvoir avoir la GoPro. Bon, la caméra GoPro sous forme de webcam. Bon, c'est très intéressant, mais moi, je passe pas mon temps à acheter des trucs d'intelligence artificielle pour faire des montages, ni des logiciels de caméra pour... Voilà. Bon, maintenant, nous verrons comment je pourrais peut-être un jour la placer, cette vidéo. Alors voilà, chers amis, un petit peu ce dont nous devions parler ce matin. Alors l'actualité, si vous voulez, on va faire un peu d'actualité, mais j'ai pas vraiment grand chose à vous donner, si ce n'est que... Alors oui, il se met en place, chers amis, la monnaie numérique. Alors la monnaie numérique, cette fois, nous allons y passer rapidement. Je pensais que c'était en 2027, eh bien non. Ce sera probablement déjà en test en 2025. Oui, vous m'avez bien compris. Normalement, ça devrait être mis en place à partir de 2026-2027. Mais déjà, il parle de supprimer, ou plutôt non, de remplacer les distributeurs automatiques de la plupart des banques, de toutes les banques d'ailleurs, Banque Postale, Paribas, Crédit Lyonnais, Crédit de Bretagne, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, le Crédit Agricole, bon bref, toutes les banques, caisse d'épargne bien sûr, ils veulent remplacer, ils veulent, hein, attention, ils vont remplacer tous les distributeurs pour mettre des distributeurs, écoutez bien, numériques. Vous pourrez faire des retraits pendant un certain temps, le temps que soit mis en place avec la BCE, la Fed et autres, hein, les banques centrales, le FMI, les distributeurs donneront encore de la monnaie. Vous pourrez mettre des chèques. Ah oui, oui, ils vont vous appâter pour vous donner des différents services que vous feriez normalement dans les agences de votre banque. Vous voyez? Là, vous pourriez le faire directement sur un distributeur. Mettre de l'espèce, mettre un chèque, faire des retraits. Alors après, les envois de colis, tout ça, non, ça passera encore peut-être par les agences, je suppose. Mais progressivement, ils veulent remplacer les distributeurs, ce qu'on appelle les DAB, distributeurs automatiques de billets. Ils veulent tous les remplacer en mettant des nouveaux distributeurs de billets, oui, mais numériques. Vous avez bien compris. Petit à petit, ils vont mettre le crédit social en place. Alors bien sûr, vous pouvez faire des retraits. Vous pourrez mettre de l'argent en chèque, sous forme de chèque, de carte bancaire, peut-être faire des transferts, ou mettre de l'argent liquide ou des chèques, comme je viens de le dire. Bon. Mais ça reste quand même assez étrange que la France se dépêche. Oui, c'est vrai qu'avec Macron, lui, il veut le plus d'Europe. Alors évidemment, il veut accélérer l'attachement de la France à l'Europe. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Lui, il veut la disparition assez rapidement de la France. C'est clair. Il est peut-être le président le plus en pointe là-dessus. C'est vrai que Sarkozy a commencé. Bon, Jacques Chirac aussi, bien sûr. Hein, Mitterrand, Jacques Chirac,
Nicolas Sarkozy, François Hollande. Mais enfin, Emmanuel Macron, lui, il accélère le pas. Bon. Alors voilà un petit peu des retombées sur une information que je vous avais un petit peu donnée hier en première, hein, à savoir le comment dire, la mise à l'écart de Marine Le Pen, premier parti de France, je rappelle, puisque Emmanuel Macron n'est accrédité que d'un appui de 4% de gens qui lui font confiance, qui mènent la France dans le bon sens, comme on dit, comme dit le sondage. Hein. Marine Le Pen est environ créditée de 33 à 35% d'intention de vote. Voilà, selon tous les sondages d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'un seul institut, tous les sondages sont d'accord. Ça veut dire quoi? Ben, il faut vite se dépêcher de le mettre à l'écart, cette femme-là. Il faut la mettre à l'écart. Et voilà ce que dit Donald Trump concernant la mise à l'écart de Marine Le Pen. Excusez-moi, j'ai du mal à prononcer les noms. Alors Donald Trump a vivement dénoncé la condamnation, d'ailleurs ainsi qu'Elon Musk, hein, Elon Musk et puis J.D. Vance, le vice-président. Hein. Donc Donald Trump a vivement dénoncé la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, la qualifiant de chasse aux sorcières, orchestrée par les gauchistes européens sur Truth, donc le média de Donald Trump. Hein. Il a exigé sa libération en dénonçant une tentative d'exclusion politique avant la présidentielle 2027. Ah, il a fait des exigences. Donc ça veut dire qu'il a téléphoné ou il va téléphoner à l'autre type à l'Élysée. Bon, passons. Je n'ai pas du tout de la sympathie pour Emmanuel Macron, c'est le moins qu'on puisse dire, vu tout ce qu'il fait. Bon. Une déclaration incendiaire sur Truth Social. Bon, le président des États-Unis, Donald Trump, a vivement réagi à la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité dans un long message publié ce jeudi 3 avril, donc hier, sur son réseau Truth Social. Bon, il a dénoncé une chasse aux sorcières, mais il se répète, menée par des gauchistes européens, voilà, visant à empêcher la dirigeante du Rassemblement national à briguer l'élection présidentielle de 2027. Je ne connais pas Marine Le Pen, mais je sais qu'elle se bat depuis des années. Elle a subi des échecs, mais elle a toujours continué. Maintenant, alors qu'elle est sur le point d'une grande victoire, il l'attaque. D'ailleurs, comme le candidat, comment dire, du pays de l'Est, là, comment il s'appelle? D'ailleurs, on dit qu'Emmanuel Macron serait impliqué. La Roumanie, voilà, la Roumanie. La Roumanie, il y a à peu près quelques mois, il y a eu une élection, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous l'annonce, hein, où le candidat a été carrément arrêté à son bureau de vote, au bureau de son siège, pardon, son siège de candidature. Vous voyez? C'est ça la début. Et bien sûr, la Roumanie fait partie de l'espace européen. Bon, je le rappelle. Je continue. Je ne connais pas Marine Le Pen, donc je disais, je sais qu'elle se bat alors qu'elle est sur le point d'accord. Cela ressemble à une simple erreur comptable, a écrit Donald Trump avant de conclure en lettres capitales « Libérer Marine Le Pen ». Un soutien de poids au sein de la droite américaine. J.D. Vance, voilà, vice-président de Trump, a lui aussi pris la défense de Marine Le Pen. Elle est en tête dans certains sondages, et pour une accusation particulièrement mineure, ils essaient de l'écarter de la présidentielle et de la mettre en prison, a-t-il dénoncé sur la chaîne ultra-conservatrice Newsmax. Tiens, je connais pas. Newsmax, il faudrait que j'aille faire un tour. Une condamnation qui fait trembler la scène politique. Marine Le Pen a été reconnue coupable lundi par la justice française dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle a écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes, sous bracelet électronique, une amende de 100 000 € et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, un verdict qui pourrait sceller son avenir politique et bouleverser le paysage de la présidentielle 2027. Alors, je vous rappelle que des condamnations ont été lancées, avaient été déjà statuées
pour M. Olivier Véran, actuel président du Conseil constitutionnel, mais jamais appliqué cette peine. D'autres, Laurent Fabius, bien sûr. Je sais pas, il y en a tellement de condamnations. Bon, il y en a un qui n'a jamais été poursuivi pour l'affaire de Bétara, mais c'est le Premier ministre François Bayrou. Vous voyez, comme quoi la justice, c'est une justice à 2 vitesses ou à 3 vitesses, ça dépend de quelle catégorie on parle. Eh bien, c'est une justice à 2 ou 3 vitesses. Certains sont pris la main dans le pot de confiture, mais ne sont pas condamnés. Par contre, Marine Le Pen, pour des histoires de... Bon, après voilà, hein, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment de la chose, mais je trouve que la justice s'applique à certains et pas à d'autres. Alors face à cette décision, de nombreux dirigeants à travers le monde ont exprimé leur soutien à la candidate malheureuse des 3 dernières élections présidentielles en France. Bon, oui, enfin bon, 3 dernières élections malheureuses. Bon, Marine Le Pen a quand même appliqué, on va dire, le consensus face à Emmanuel Macron aussi, il faut le rappeler. Hein. Bon, mais il n'empêche que la liberté d'expression est menacée en France, on le voit bien. La liberté de penser, la liberté de dire et de tout dire, et pourtant la Constitution de 1789, qui est bafouée par les mêmes qui l'ont fondée, les francs-maçons, eh bien, ils appliquent l'inverse de ce qu'ils ont eux-mêmes. Enfin, leurs aînés, bien sûr, hein, leurs aïeux, quelque part, appliquent le contraire de ce qu'ils avaient eux-mêmes statué. Bon, bref. Le Pen fustige les nouvelles sanctions américaines contre l'UE. Ah bon? Ben non, bon, d'accord. Au-delà de sa situation judiciaire, Marine Le Pen a également réagi jeudi soir aux nouvelles sanctions économiques américaines contre l'Europe. Elle a dénoncé sur X, ex-Twitter, une politique commerciale brutale après l'annonce d'une augmentation de 20% des droits de douane imposés par Washington sur les importations en provenance de l'Union européenne. Selon elle, ces mesures favorisent exclusivement les États-Unis. Ben oui, chaque pays fait sa politique, hein, et illustre la nécessité d'un protectionnisme intelligent au sein de l'Union européenne pour contrer ce qu'elle appelle le déni des mondialistes forcenés. Ah. La question reste désormais en suspens. Cette condamnation signera-t-elle la fin de la carrière politique de Marine Le Pen ou au contraire renforcera-t-elle sa stature de victime du système à l'image de Donald Trump aux États-Unis? Oui, bon, Donald Trump avait été sous le mandat Ah, ça y est, je ne me rappelle plus son nom, lui. Le démocrate Joe Biden, voilà. Bon, ben c'est vrai qu'il avait été poursuivi. Bon, bref, après, hein, chacun pensera ce qu'il veut, voilà. Mais voilà où nous en sommes. Alors, je voulais voir un petit peu Attendez, que je cherche un peu ce truc-là. Newsmax, c'est quoi ça? On va voir ce que c'est. Alors c'est un truc américain, bien sûr, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'ils vont le... Oui, ils le font passer quand même. Ah, mais je l'ai, ça. Sheet Events, tout. Bon, on va vous le traduire en français, chers amis. Sinon, vous n'allez pas le comprendre. Remarquez, moi non plus. Je ne comprends pas tout l'anglais, je vous le dis franchement. Bon, ben, il y a beaucoup de coquilles, on va laisser passer. Hein. Sheet Events à Newsmax, se sentir bien à propos des tarifs malgré les bosses. Bon, ben, écoutez. Alors ici, nous reculons. Nous allons voir, alors là, ici, comment elle s'appelle, Rachida Dati, je vais la frapper. Bon, elle parlait à un député qui avait fait une remarque concernant ce qu'elle avait énoncé, bon, durant son discours. Bon, voilà. Hein. Propos incendiaires, Louis Sarkozy, bon, ça, Sarkozy, tel père, tel fils. Hein.
Voilà, bon écoutez, j'ai pas grand-chose à vous donner là-dessus, chers amis, c'est un peu court, je vous l'accorde. Voilà, on va rester là. Ici, nous l'avons, donc on va l'enlever. Et nous terminons, chers amis, comme on a commencé. Donc je vous ai donné quelques échos, ma foi, après... Voilà, donc je reviens un petit peu à nous. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté, d'avoir été patient, d'écouter jusqu'au bout cette vidéo. On se dit à très bientôt. Soyez heureux avec les membres de votre famille, vos enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. Amour, tendresse et paix. Bienveillance avec vos amis, vos collègues de travail. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Ah ben, j'arrive même plus à l'arrêter, moi.